ça créait une sorte de mobilisation, ça poussait les jeunes comme les vieux à se réveiller, à commencer à réfléchir sur des pistes, des voies et moyens qui pourraient concourir justement à un véritable changement. Et donc ne vous étonnez pas si vous voyez beaucoup de jeunes, des gens revenir de l'étranger, s'impliquer dans la vie politique. Vous confirmez l'adage qui dit qu'on ne se sent mieux que chez soi? Bien entendu, je ne peux que le confirmer parce que c'est une réalité. Même si nous vivons à l'étranger, mais voilà, nous sommes toujours attachés à notre pays qui est le Congo. Nous serons congolais jusqu'à la fin de nos jours. Donc nous vivons à l'étranger, mais nos yeux sont toujours braqués ici au pays, au Congo. Donc nous voulons être aussi une alternative. Nous voulons être aussi ces jeunes-là qui devraient apporter leur pierre à l'édifice pour le changement, le redressement, le relèvement de leur pays. De toutes ces années passées en Belgique, quelles sont les leçons que vous avez tirées de la politique belge que vous voudrez bien ramener au Congo démocratique? Bon, déjà, la Belgique est un pays un peu particulier, donc avec une politique un peu compliquée, parce qu'il y a plusieurs communautés. Donc il y a beaucoup parfois de cacophonie, il y a beaucoup de tiraillements, de tractations. Ben, les gens disent souvent que le Congo c'est le reflet un peu de la politique belge, hein, parce que c'est une politique qui donne des maux de tête, hein, si je puis dire. Donc voilà, par rapport à l'expérience de la politique belge, les leçons à tirer, c'est voilà, malgré toutes ces difficultés, ces tractations, c'est que finalement ils arrivent toujours à trouver des accords, ils arrivent toujours pacifiquement à trouver des alternatives, à faire fonctionner le pays. Donc nous aussi au Congo, oui, on peut s'inspirer de cela, malgré nos divergences, malgré nos appartenances politiques, malgré tout ce qu'on peut dire, des tractations, etc. Donc finalement, on doit être en mesure de nous surpasser, d'être au-dessus de nos différends pour essayer de trouver communément des pistes, des voies et moyens qui pourraient contribuer au bien-être de notre pays. Vous n'êtes pas rentré au pays parce que vous êtes fatigué d'être combattant? Vous avez été combattant? Bon, maintenant, être combattant, voilà, c'est... Comment je pourrais vous le dire, il faudrait encore redéfinir ce que c'est un combattant, parce que c'est un terme qui est prêt à confusion. Parce que j'entends dire souvent que les quand on dit combattant, c'est trop péjoratif. Justement, donc voilà, il y a lieu d'apporter un peu de lumière sur cette question de combattant. Okay. Parce que bon, on parle de combattants, on présente les combattants comme des brigands, de voyous, de casseurs, de laveurs de vitres, etc. J'ai entendu un peu du tout au sujet de combattants, non. Des violeurs. Les violeurs aussi, ça j'ai jamais entendu, mais bon voilà. Mais sinon, c'est pas la réalité, donc c'est une confusion. Okay. C'est vrai qu'il y a eu des dérapages, il y a eu certains politiques qui ont été peut-être menacés à l'étranger. Des musiciens aussi. Des musiciens entre guillemets aussi. Bon voilà, c'est une exception. Hein. Le principe, c'est pas la violence. Donc alors c'est quoi un combattant, un vrai combattant? Eh bien, pour moi, un vrai combattant, c'est celui-là qui milite pacifiquement pour le bien de son pays, qui descend dans la rue pacifiquement pour exprimer son mécontentement. C'est ce que nous voyons tous les jours en Europe ou partout dans le monde. Donc les Congolais, par rapport à ce qui se passe dans leur pays, descendent effectivement dans la rue. Moi en premier, nous descendons dans la rue pour exprimer nos mécontentements. Avec nos banderoles, nous exprimons nos mécontentements. Nous allons parfois voir les gens d'Amnesty s'il y a des problèmes qui se posent, etc. Donc voilà, c'est une ébullition, c'est un mouvement qui est disparate, hein, qui n'est pas homogène. Il y a un peu de tout, mais en gros, les combattants ne sont pas forcément des voyous. Les combattants, au contraire, sont des intellectuels qui se battent avec leurs neurones, avec leurs plumes et avec leur voix. C'est notre cas. Ce que je connais, moi, dans le combat, des professeurs d'université, je connais, moi, des combattants avocats, je connais, moi, des combattants médecins, je connais, moi, des combattants banquiers. Il y a du tout dans le combat. Mais maintenant, il y a un autre qui est venu il y a quelques semaines, mais qui est reparti, je crois, en France. Rex Kazadi, il a fait parler de lui. C'était vraiment une classe congolaise divisée, quoi. Il y a ceux qui étaient pour sa rentrée au Congo et il y en a qui ont pratiquement refusé qu'il puisse revenir au pays. Est-ce que ça aussi, ça écorche un peu l'image des combattants, des Congolais de l'étranger? Non, je pense que sa démarche n'a pas écorché, n'a pas entaché le combat des Congolais à l'étranger, parce que je pense qu'il est venu au Congo, lui qui est aussi combattant comme nous,
Nous l'avons d'ailleurs croisé par le biais d'une plateforme politique qui nous regroupe aussi. Donc l'Alliance des forces congolaises menée par monsieur Fonfan Longa, donc qui vit à Londres. On a d'ailleurs beaucoup échangé avec le porte-parole du mouvement RPK. Et voilà, donc nous soutenons leur démarche parce que le combat, je disais que c'est disparate, mais il y a des gens qui militent consciencieusement, qui réfléchissent, qui essayent de trouver des voies et moyens pour justement s'impliquer dans la vie de leur pays. Le combat est aussi politique. Et donc, est-ce que vous ne demandez pas un peu trop au Congo démocratique ou à ceux qui nous gouvernent, puisque la démocratie ou l'amélioration des conditions sociales des Congolais, ça doit être un processus. Vous voulez que les choses se passent en un clin d'œil? Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Je partage votre avis. Nous n'avons jamais d'ailleurs dit que le Congo se construirait en un jour. D'ailleurs, si vous visitez notre site internet, nous en parlons, nous disons clairement que voilà, la reconstruction du Congo prendra des années, mais il faudrait s'impliquer, il faudrait prendre des décisions qui s'imposent aujourd'hui, justement pour que demain, les fruits de ces décisions se fassent sentir. Nous le disons clairement. Nous ne poussons pas les choses pour que ça se fasse en un clin d'œil, non. Justement, nous voulons qu'aujourd'hui, que les gens se remettent en question. Nous voulons qu'aujourd'hui, les gens ouvrent leurs yeux. Nous voulons qu'aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent prennent des décisions conséquentes qui demain impacteraient pour qu'il y ait justement l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Mais ce n'est pas une question d'un jour, ça prendra certes des années. Nous le voyons d'ailleurs, nous ne disons pas qu'il n'y a pas des efforts qui sont consentis par le gouvernement, bien au contraire. Il y a l'élan, il y a une volonté politique, il y a des efforts. Certes, mais ça prendra du temps que ça prendra, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on doit croiser les bras, non, on doit être là pour pousser justement nos dirigeants à prendre ces décisions, à faire en sorte que leurs décisions-là puissent demain porter les fruits que nous escomptons. Nous saluons les efforts qui sont consentis, malgré parfois des longs délais ou les moyens peut-être insuffisants. Voilà, en nous disant que dans cette dynamique, ce que nous avons comme acquis, nous le soutenons, nous le saluons. Dans une dynamique également d'alternative politique, ceux qui viendront demain commenceront par là pour apporter également une pierre à l'édifice, parce qu'une maison se construit une pierre après une pierre. Donc voilà, nous sommes conscients que le redressement ou l'amélioration du vécu quotidien des Congolais ne sera pas en un clin d'œil, ça prendra du temps. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on ne doit pas s'exprimer, on ne doit pas pousser nos dirigeants à aller dans ce sens et à travailler d'arrache-pied pour cette quête. La mise en place d'un parti politique, ça veut dire qu'il faut militer pour conquérir le pouvoir. Par quel mécanisme? Et effectivement, par le mécanisme classique, c'est-à-dire par des élections, essayer d'intégrer les institutions pour essayer d'avoir une voix, pour s'exprimer, pour défendre des idées, parce que faire de la politique, ce n'est pas seulement des slogans, mais c'est une vision, ce sont des idées à défendre. Nous avons un projet de société, mais nous sommes venus ici dans cette optique, mais malheureusement, nous avons été butés à quelques difficultés matérielles et techniques pour pouvoir participer à ces élections. Mais ce n'est qu'une partie remise. Nous avons tout notre temps, nous sommes jeunes, il y a d'autres échéances. Néanmoins, nous voulons avoir une implantation ici au Congo. Nous voulons être un parti politique, nous voulons être une voix, être une alternative et porter nos idées. Et donc nous soutiendrons ce qu'il y a à soutenir, nous recuserons ce qu'il y a à recuser. Vous vous situez où? À l'opposition? À la majorité? Nous nous situons nulle part, nous nous situons dans la famille congolaise, nous ne sommes ni de l'opposition ni de la majorité présidentielle, nous sommes là pour travailler pour le bien de notre pays avec tous les compatriotes qui sont soucieux, sérieux, qui veulent le bien de ce pays. Et nous ferons en sorte de recaler, de dénoncer, de s'opposer à tous ceux qui ont d'autres plans, d'autres projets qui ne concourent pas au bien de notre pays. Vous pourrez travailler avec le pouvoir en place? C'est possible? Pourquoi pas? Pour autant que nos idées corroborent aussi à leurs idées, à ce qu'ils défendent. Dans l'action du gouvernement, il y a des choses que nous saluons, il y a des choses que nous recusons. Ça ne nous empêche pas. Vous saluez par exemple quoi?
dans l'action du gouvernement sous l'impulsion de Kabila. Dans l'action du gouvernement, par exemple, nous, ce que nous saluons, je parlerai déjà de la Constitution. La Constitution du Congo, qu'on le veuille ou pas, c'est d'une manière ou d'une autre l'œuvre du président Kabila, parce qu'il a été l'un des acteurs de la mise en place de cette Constitution, que nous saluons d'ailleurs, parce que nous revenons sur cette Constitution dans notre projet de société, fédère des communautés. Théoriquement, oui, la Constitution est un chef-d'œuvre, nous le saluons. La politique de décentralisation aussi, nous pensons que c'est une bonne chose, parce que ça devra concourir justement à contribuer au développement de l'arrière-pays. Les nouvelles provinces. Bien entendu. Les 26 provinces. Bien entendu, nous soutenons la démarche de la décentralisation. Parce que le Congo est un grand pays, nous le disons dans notre projet de société. Le développement du Congo devra passer par une vraie politique de décentralisation. Mais décentralisation dit aussi politique budgétaire. Il faut allouer. Oui, il faut allouer le budget, puisqu'il y a des provinces qui sont pauvres aujourd'hui. Tout à fait. Alors s'il faut découper ces provinces, il y en a qui prendront beaucoup de temps pour rejoindre les provinces qui seront un peu plus avancées, comme le Katanga par exemple, qui est riche en sous-sol. Ce qui fait que quand vous prenez le Kwango ou dans le Bandundu, il y a des provinces qui mettront du temps à pouvoir se développer. Comment faire en sorte que ces provinces se développent au même moment pour que ça puisse, favoriser le développement du pays, redresser l'économie congolaise? Justement, ça devra passer d'abord par cette politique de décentralisation qui est une bonne chose, nous le disons. Et bien évidemment, il y a des provinces qui sont moins riches par rapport à d'autres. C'est une occasion d'ailleurs pour faire émerger ces provinces. Mais je parlais tout à l'heure du budget parce qu'il faut allouer des sommes par rapport au budget pour permettre à ces provinces-là qui sont un peu arriérées à se développer. Mais le développement de ces provinces arriérées, de manière générale, devra se faire par des véritables politiques de développement qui devra concourir justement au développement de l'arrière-pays. Mais quelles sont ces politiques? Nous disons dans notre projet de société qu'il faut que l'État puisse encourager l'initiative privée à l'intérieur du pays. Mettre en place, par exemple, une politique d'exonération d'impôts à toute société qui voudrait aller s'implanter dans l'arrière-pays. C'est une question essentielle. Nous parlons aussi, par rapport aux politiques de développement des régions moins avancées, nous disons qu'il faut mettre en place aussi ce que nous appelons de la solidarité nationale, c'est-à-dire par le biais des revenus générés par le secteur primaire, il faut faire en sorte que ces revenus puissent profiter aux provinces qui sont moins avancées. Bon, nous savons que dans l'arrière-pays, nous avons le potentiel agricole, mais il faut en faire profiter aux autochtones, aux populations qui vivent dans ces pays-là. Donc il faut une vraie politique agricole, de la pêche, de l'élevage, etc. dans l'arrière-pays. Dans l'agriculture, il y a déjà le parc de Bukangalonzo. Ouais, le parc de Bukangalonzo, c'est une bonne chose, mais le parc de Bukangalonzo, c'est pas partout sur l'étendue du territoire. Donc il y a d'autres secteurs où il n'y a pas le parc Bukangalonzo. Pourtant, dans ces territoires, il y a aussi le potentiel. Mais il faut des investissements, il faut une vraie politique agricole pour permettre justement à ces régions de se développer économiquement. Mais ça devra passer justement par l'ouverture, la mise en place, je disais, des politiques qui devraient encourager l'initiative privée et la disponibilité de l'énergie électrique également. Mais toutes ces politiques facilitées par la décentralisation, qui est une vision pour faire en sorte que chaque province puisse devenir autonome, pour que chaque province puisse se développer, être à même de faire face à ces défis grâce, je l'ai dit, au budget national qui devra aussi être un moyen qui devrait permettre à ces provinces de prendre l'élan et de se développer au fur et à mesure. Parlons maintenant du processus électoral en République démocratique du Congo. Le calendrier global tel que publié par la CENI, vous l'avez certainement lu, vous avez suivi le débat qui se passe ici dans le pays. Quel est votre commentaire par rapport d'abord à ce calendrier global de la CENI des élections? Bon, nous avons vu le calendrier de la CENI. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tractations.
parce qu'il y a l'appel au dialogue. Nous, d'ailleurs, nous soutenons l'idée de dialoguer, de discuter, parce que nous pensons que, en tant que des hommes et des femmes responsables, il y a lieu, lorsqu'il y a des couacs, lorsqu'il y a des tractations, de divergences, parce que bon, ce calendrier ne fait pas l'unanimité, il faut le dire. Et donc, l'appel au dialogue, je le dis, est une bonne démarche. Mais maintenant, dans quelles conditions et pour quelle finalité? Parce que c'est cela, la vraie question. Donc, s'il faudrait discuter, il faudrait échanger, dialoguer, pour que justement ce processus électoral soit clarifié, pour que ce processus électoral soit démocratique, libre et transparent, oui, nous soutenons le dialogue. S'il faut discuter, dialoguer pour faire en sorte que ce processus électoral respecte les délais constitutionnels, oui, nous soutenons le dialogue. S'il faut également discuter entre Congolais par rapport à la situation à l'est du pays, parce qu'il faut le dire, hein, l'est du Congo, voilà, est une zone d'insécurité, hein, malgré tout. Donc il y a toujours des problèmes, il y a toujours de bruit d'armes, etc. Et voilà, il y a encore des viols incessants. Donc pourquoi il y a ce chaos? Quelles sont les revendications de nos voisins? Quelles sont les recommandations de la communauté internationale? Quel est le positionnement du Congo par rapport à cette situation? Comment devrons-nous agir pour pacifier l'Est? Ce sont aussi des questions que nous pourrions éventuellement débattre à l'issue de ce dialogue. Bien entendu, nous qui venons de l'étranger, nous avons aussi nos revendications, nous qui sommes de la diaspora. Vous avez un vice-ministre des Congolais de l'étranger, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Congolais de l'étranger, qui peut faire le pont entre vous et le gouvernement. Si vous avez des problèmes particuliers, vous de la diaspora. Vice-ministre des Affaires étrangères, ministre des Congolais de l'étranger. Bon, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire au sujet de ce qu'ils font, hein. Bon, je vais essayer néanmoins de faire une démarche pour les rencontrer, essayer de discuter, mais bon, ça ne nous empêche pas néanmoins voilà, de faire valoir nos revendications. Je pense qu'ils doivent être au courant ou ils partagent les mêmes revendications que nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous qui venons de l'étranger, qu'est-ce que nous voulons en fait? Nous voulons aussi, puisque nous, Congolais de la diaspora, nous représentons une force. Aujourd'hui, nous représentons presque une ville à l'étranger. On est chiffré presque à 7 millions, hein, à travers le monde. C'est une densité de population qui pourrait s'apparenter à une ville. Donc nous voulons, nous, déjà à partir de l'étranger, aujourd'hui on a la possibilité de pouvoir voter. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous le saluons. Hein. Nous sommes d'ailleurs contents. Nous n'avons pas voté en 2011. Ça résulte des concertations nationales. Nous n'avons pas voté en 2011, encore moins en 2006. Bon, aujourd'hui nous allons pouvoir voter. C'est bien. Hein. On ne s'en plaint pas. Maintenant, nous voulons aussi, dans cette dynamique, maintenant qu'on pourra voter, aussi qu'on soit en mesure d'élire nos propres représentants, que nous puissions avoir des sièges au Parlement et au Sénat, pour que les Congolais de l'étranger puissent, à partir des ambassades à travers le monde, aller voter et élire leurs représentants de la diaspora qui représenteraient ces Congolais au Parlement et au Sénat. C'est aussi notre démarche. Nous voulons aussi discuter, dialoguer de ces questions. Nous, jeunes dynamiques de la diaspora du Congo, nous voulons aussi défendre ces idées-là. Ce sont nos revendications. S'il faut dialoguer, discuter pour ces questions-là, aussi, nous soutenons le dialogue. Dialoguer pour voir comment organiser les élections en toute démocratie, en toute transparence, mais surtout des élections apaisées. Est-ce que vous pensez que si toutes les conditions ne sont pas réunies, peut-on reporter des élections législatives? Bon, c'est là où je voulais en venir, parce que je crois qu'il n'y a aucune raison que les élections soient reportées. Si nous irons dialoguer, c'est justement, je disais, nous soutenons le dialogue, si et seulement si, nous discutons pour clarifier le processus électoral, pour faire en sorte que celui-ci soit libre, transparent et démocratique, et surtout dans le respect des délais constitutionnels. Hein? Ça, c'est une condition sine qua non. Parce que si nous allons dialoguer, effectivement, c'est pour consolider, encourager l'alternance politique. Nous sommes à quelques mois des élections prévues selon la Constitution. Donc nous encourageons, nous soutenons l'alternance politique. Le relais politique
parce que si vous avez été à la gestion de la chose publique, vous arrivez au terme de votre mandat, il n'y a rien de plus logique, plus naturel que de passer le relais pour permettre à ceux qui vont venir de commencer là où vous êtes arrêté, dans la dynamique de reconstruction du redressement du Congo. Mais est-ce que si vraiment tout porte à croire que les milliards de dollars dont a besoin la CENI pour organiser les élections ne sont pas disponibles, on fait quoi dans ce cas? Nous ne sommes pas dans cette démarche parce que, je le redis... Vous tenez à tout prix au respect de la Constitution. Je le redis... Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Effectivement, donc je le redis, il faut qu'il y ait des élections. S'il y a eu élection en 2006, malgré tout, il y a eu élection. S'il y a eu élection en 2011, malgré tout, je ne vois pas pourquoi en 2016, il n'y aurait pas élection présidentielle. Donc il n'y a rien de plus logique qui ait élection en 2016. Donc nous soutenons la thèse selon laquelle que le dialogue devra concourir justement à la clarification du processus électoral pour qu'il y ait effectivement des élections en 2016. Alors maintenant, si à côté, voilà, il faut discuter, il faut dialoguer pour faire en sorte que ce processus devienne élastique. Ah là non, nous ne soutenons pas cette démarche. Dans ce cas, nous ne sommes pas pour ce dialogue-là. On parle de la mise en place des 26 provinces en même temps que l'organisation des élections provinciales, locales, des élections municipales. Est-ce que vous pensez que ça soit possible? Maintenant, ça soit faisable, techniquement parlant? Maintenant, il faut clarifier les choses. Il faut distinguer les priorités. Je disais que nous soutenons l'idée de la décentralisation. Mais il ne faut pas en faire une condition pour la tenue des élections. Hein? Donc, ça, c'est déjà une chose. Nous disons que les élections ont été prévues par la Constitution en donnant les délais impartis. Nous arrivons justement à cette date butoir. Donc, malgré tout, nous soutiendrons toute démarche qui devra concourir justement à la tenue des élections. Mais toute autre démarche qui ne s'allierait pas à cette vision-là de la tenue des élections, nous ne soutiendrons pas cette démarche-là. Donc c'est clair, s'il faut discuter, il faut dialoguer pour des priorités, des choses qui sont essentielles que j'ai énumérées, je ne reviendrai plus dessus pour ces questions-là. Oui, nous soutenons le dialogue. Pour autant que ces questions-là, malgré tout, puissent concourir justement à la tenue des élections. Parce que je ne vois rien qui pourrait... Votre avis sur les consultations entamées par le président de la République depuis le 1er juin? Mais nous le disons, c'est une bonne démarche. Consulter, discuter, échanger, c'est bien. Toute démarche pacifique qui concourt à la discussion, parce que vous savez, la discussion fait jaillir la lumière. S'il faut consulter, il faut échanger pour voir dans quelle mesure nous irons au dialogue pour permettre justement à ce qu'il y ait élection. Oui, nous soutenons l'action du chef de l'État qui consiste à consulter les compatriotes par rapport à Et votre la point tenue. de vue sur les partis politiques de l'opposition qui boudent la tenue de ce dialogue il y a certains partis politiques qui boudent ce dialogue parce que je me mets à leur place. Je suppose qu'ils craignent des agendas cachés parce que je vous le disais tout à l'heure que je pense que eux comme nous ils veulent bien discuter, dialoguer, mais je l'ai dit en introduisant, dialoguer dans quelles conditions et pour quelle finalité. J'ai bien défini, donc s'il fallait discuter, dialoguer pour que le processus soit clarifié et pour que ça débouche aux élections effectives, oui, ces partis-là devraient en principe soutenir ce dialogue. Mais s'ils ne soutiennent pas ce dialogue, c'est peut-être parce que, ils se disent que ce dialogue devra faire en sorte que le processus devienne élastique. Ici au Congo, on parle de glissement. Hein. C'est le terme utilisé ici au Congo. Et ils craignent peut-être qu'il y aurait à l'issue de ce dialogue un glissement. Alors ils hésitent, ils ne veulent pas avancer dans ce dialogue. Voilà, donc ils mettent des pincettes parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils iront à l'issue de ces dialogues. On va terminer avec vous, monsieur Gaëtan Mbumba. Mais est-ce que, arrivé au moment des élections, vous pourrez vous allier avec d'autres partis politiques pour au moins sortir du lot?
Ce n'est pas exclu. Nous sommes des Congolais. Je l'avais dit que nous sommes disposés à travailler avec tous les compatriotes congolais qui militent, qui œuvrent pour le bien du Congo, comme nous. Donc je crois que si nous avons ce dénominateur commun, rien ne pourra nous empêcher de s'allier, de soutenir un candidat ou un autre, pour autant que son projet de société, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous ne soutiendrons pas pour le plaisir de soutenir, nous soutiendrons en fonction de la vision, en fonction du projet de société, en fonction des propositions. Et si ces propositions nous conviennent, vous entendrez parler de nous, nous exprimerons, nous soutiendrons un candidat ou un autre. Un parti politique vit des dons, des cotisations, des legs, consorts. Comment vous allez vous en sortir, vous, avec votre parti? Mais comme vous le dites, un parti politique vit des cotisations de ses membres. Donc nous avons une structure bien organisée depuis l'étranger. Donc nous fonctionnons grâce à nos cotisations. Nous sommes venus ici pour s'implanter, pour avoir un siège social et pour se faire reconnaître officiellement en tant que parti politique. Et donc dans cette dynamique, nous allons essayer de fédérer un maximum de compatriotes ici à l'intérieur du pays. Et donc grâce à des cotisations, nous allons faire fonctionner notre parti comme tous les autres partis. Vous en êtes où avec les démarches? Nous sommes en train de réunir pour l'agrément. Nous sommes en train de réunir tout ce qu'il faut pour introduire la demande auprès du ministère de l'Intérieur. Donc dans les jours qui viennent, je crois que ça sera chose faite. Et donc nous allons tout simplement attendre l'agrément, donc l'enregistrement en tant que parti politique. Est-ce qu'il y a un parti qui vous inspire dans la longue liste des partis qui existent en RDC? Est-ce qu'il y a un parti qui vous fascine un peu? Fasciné, c'est un peu trop dire, mais des partis qui nous inspirent, oui, certainement. Il y a par exemple, il y a le premier parti politique de l'opposition du Congo. Donc ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Donc c'est un parti, bien évidemment, qui nous a beaucoup inspiré. Donc je parle de l'UDPS, parce qu'à l'époque, nous n'avions que le MPR. Donc le premier parti qui se démarquait du MPR pour être un véritable parti politique d'opposition, c'est l'UDPS. Donc oui, ça nous inspire. C'est des combattants aussi, donc voilà, qui ont toujours milité pour le bien de leur pays. Donc oui, ils nous ont inspirés. En tant que jeune, vous allez faire la politique active sur le plan national. Joseph Kabila est aussi jeune. Il a pris le pouvoir jeune. Est-ce que son parcours vous sert un peu d'exemple? Oui, c'est un parcours atypique parce que bon, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un président jeune à l'époque suite au décès du feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Bon, il a eu beaucoup de difficultés au début, pas beaucoup de marge de manœuvre. Bon, il a été conduit à la formule 1+4. Bon, voilà, il s'est débattu comme un beau diable avec beaucoup de difficultés. Certes, bon, dans son parcours, il y a des choses positives, comme je l'avais dit. Il y a également des choses négatives. Nous, par exemple, nous déplorons la gestion de la situation à l'Est. Malgré toutes ces formules, malgré les accords, voilà, l'Est du Congo n'a jamais été pacifié. Et donc si nous avons des choses à faire remarquer, à souligner par rapport à sa trajectoire, à son parcours, oui, ce sont ces choses qui s'apparentent à la situation à l'Est. Qu'est-ce qu'il manque pour le Congolais pour finalement que son bonheur soit réussi, soit parfait? Ce qui manque pour les Congolais pour que le bonheur soit parfait, bon, c'est justement ce que nous prenons dans notre vision, c'est le changement de mentalité, c'est une remise en question. Ça veut dire que les Congolais aujourd'hui doivent comprendre que d'abord, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de tout ce qui nous est arrivé. Parce qu'on dit en français que le malheur ou la déception n'est pas le fait des autres, c'est souvent le reflet de nos propres erreurs de jugement. Donc on a géré ce pays pendant plusieurs décennies comme une boutique du coin, donc avec beaucoup d'inconscience, d'insouciance, en misant sur les antivaleurs. C'est pas que les Congolais n'étaient pas intelligents ou compétents, bien au contraire, mais nous soulignons que les Congolais n'ont jamais su bien exprimer leurs intelligences, leurs compétences. Donc ces antivaleurs nous ont gangrénés, nous ont infectés, nous ont empêchés de nous développer. Donc aujourd'hui, nous disons, oui, pour notre bonheur, il faut qu'on se remette en question, qu'on travaille d'arrache-pied pour des valeurs essentielles,
tels que l'intérêt général, tels que le patriotisme, l'amour du pays. Si avec l'amour du pays, avec l'intérêt général, cette quête-là, je pense qu'avec même ces deux valeurs-là, pour ne pas en citer plusieurs, nous allons travailler pour le bien de notre pays. Nous connaîtrons un bonheur exceptionnel dans ce pays. Nous avons le potentiel pour. Nous avons un pays exceptionnellement riche. Nous avons le potentiel humain. Nous avons tout pour que nous soyons heureux et bien dans notre pays. Donc pour l'avenir, nous croyons à notre bonheur. Nous sommes optimistes malgré tout. Donc le bonheur de notre pays dépend de notre faculté à nous réinventer et à militer pour notre bien-être et surtout pour des valeurs républicaines essentielles à notre développement et croissance. Après l'officialisation du parti, comment ça va fonctionner après vous, puisque vous ne résidez pas ici en temps plein, vous rentrerez en Belgique où vous évoluez, le parti fonctionnera comment ici à Kinshasa? Comment vous êtes organisé? Le parti fonctionnera comme tous les autres partis. Donc on aura un siège social. Nous avons des statuts préparés pour ça. Nous avons un règlement d'ordre intérieur. Donc c'est d'ailleurs des conditions pour se faire reconnaître en tant que parti. Donc nous aurons un siège. Il y aura un président, il y aura un secrétaire général, il y aura des représentations par-ci par-là sur l'étendue du territoire. Et donc, nous allons essayer de fonctionner normalement comme tous les autres partis. Nous ne comptons pas nous éterniser à l'étranger. Justement, nous venons ici pour nous implanter et donc vivre à plein temps dans notre pays pour faire fonctionner notre parti et défendre nos idées. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Article 10 de la Constitution de la RDC. Nous ne sommes pas en déphasage de l'évolution par rapport aux autres pays du monde. C'est un point, heureusement que vous le soulignez. J'aimerais dire ce que nous en pensons. Je crois que c'est rare dans le monde. Aujourd'hui, tous les pays optent pour la double nationalité. Donc il n'y a aucune raison qu'on puisse s'accrocher qu'à une nationalité unique. Aujourd'hui, je le disais, qu'il y a beaucoup de Congolais à l'étranger. On représente presque une ville. Nous avons des enfants qui naissent à l'étranger, qui sont aussi congolais, même s'ils n'ont pas dit officiellement la nationalité congolaise, mais ce sont des Congolais. Aujourd'hui, on doit penser à la double nationalité. On doit arrêter avec cette hypocrisie, cet article-là que vous venez de lire, nationalité unique, article 10, l'exclusivité de la nationalité, etc. Non, je dis que c'est une hypocrisie parce que ces gens-là même qui mettent sur pied ces articles, etc., en vérifiant peut-être qu'ils ont la double nationalité. Donc voilà, ça ne sert à rien d'avancer avec un discours lorsque vous-même vous ne reflétez pas ce discours. La réalité aujourd'hui, c'est que un Congolais sur 5 peut-être aurait la double nationalité. S'il faut peut-être réduire la double nationalité entre nationalité congolaise et nationalité des pays en Occident, oui. Si on a peur des nationalités africaines ici, je comprends, mais en Occident, en Europe, en Amérique, etc., il y a beaucoup de Congolais qui ont depuis changé de nationalité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas Congolais, ils seront Congolais jusqu'à la fin de leur jour. Donc oui, nous voulons la double nationalité. Nous disons que cet article-là, c'est une véritable hypocrisie. Merci beaucoup Gaëtan Mbumba d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision pour faire connaître vos points de vue en tant que président du parti de l'Union congolaise pour le changement. Vous avez un dernier mot? Oui, j'ai un mot. Donc j'aimerais inviter tous les spectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission de nous suivre également sur Internet. Nous avons un site Internet qui est disponible, donc www.ucc-rdc.com. Donc sur notre site, tout est disponible. Vous pourrez vous enquérir des informations relatives à l'Union des Congolais pour le changement. Donc je rappelle www.ucc-rdc.com. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Noticias sur les antennes de Numérica Télévision. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté ce magazine et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Bonsoir chez vous et très bonne suite de programme sur votre chaîne.